Chers amis, je veux avant tout vous remercier d'être venus si nombreux pour notre congrès extraordinaire, malgré les temps troublés que nous traversons, malgré les difficultés d'accès à Paris pour vous qui venez de tous les coins de France et pour certains d'entre vous d'outre-mer. Je veux évidemment remercier notre ami André Santini de nous accueillir avec sa fidélité jamais démentie pour nos combats. Remercier nos parlementaires d'être venus nombreux alors que je sais, en ces périodes presque de fête, combien leurs obligations sont importantes. Les élus locaux, les militants, qui nous avaient permis, en cette année 2018, de reconstruire notre famille politique, afin qu'elle soit prête à repartir au combat, afin qu'elle soit prête à porter nos idées, comme le disait Hervé Marseille tout à l'heure, par nous-mêmes, pas sur le siège passager, mais en tenant le volant. Remercier enfin nos équipes du siège, qui sont, vous le savez, très peu nombreuses, mais qui accomplissent un travail remarquable, tant au quotidien, pour faire revivre des débats de fond dans notre parti et structurer les fédérations que vous animez. Je veux les remercier pour avoir réussi les 3 grandes mobilisations de cette année, notre congrès du mois de février, notre université d'été, que nous ne faisions plus depuis longtemps, et puis le congrès de ce jour. Ils sont peu nombreux, mais nos difficultés financières étant désormais derrière nous, ils seront rapidement renforcés en ce début d'année. Vous pouvez les applaudir. Je le disais, nous vivons une période troublée où nos compatriotes ont perdu nombre de repères. Après 40 ans de gestion alternée de la droite et du PS, qui ont débouché sur un échec et l'élection d'un jeune président qui promettait un nouveau monde, mais qui a trahi cet espoir, qu'il a d'ailleurs transformé en réminiscence de l'ancien monde jusqu'à la caricature. La révolte des Français que nous vivons vient de loin, c'est vrai, mais ce n'est pas une excuse, au contraire, pour ce pouvoir qui avait renversé la table justement parce que les 4 racines du mal qui frappe la France avaient été renversées par les Français. En réalité, ces racines ont produit des maux qui n'ont cessé de grandir au fil des décennies. Depuis 1981 et plus encore après l'effondrement du mur de Berlin. Une racine économique d'abord. Notre pays s'est reconstruit après la guerre par une planification et une économie principalement tournée sur l'intérieur, sur un marché franco-français. Lorsqu'est venu le temps du grand marché européen, voulu par Mitterrand, Delors, aucun gouvernement de ceux qui se sont succédés n'a eu le courage de préparer les Français et notre économie à une concurrence nouvelle avec nos amis européens, par une transformation de notre droit du travail, de notre fiscalité sur les entreprises ou par un changement de financement de notre protection sociale. Et ce fut pire encore lorsque la mondialisation est devenue une réalité. Résultat, nous n'avons cessé de perdre du terrain et de creuser la dette de nos enfants, faute d'une croissance suffisante. Racine sociale ensuite. Le débat monopolisé entre une droite à courte vue et une gauche archaïque a paralysé notre capacité de transformation sociale au moment même où le monde se mettait en mouvement. Notre pacte social a très bien protégé un quart de la population active qui travaille dans les administrations et les grandes entreprises, au détriment des 3 autres quarts. Comme cette protection coûte cher, elle a nui à notre compétitivité au moment où les marchés devenaient plus concurrentiels. Résultat, nous avons laissé croître un chômage galopant pour un quart des actifs, dont nous avons indemnisé les victimes et même accepté que certaines d'entre elles soient condamnées à y rester en inventant le RMI devenu RSA. Le financement de tout cela, nous l'avons fait porter sur le seul travail des Français. Et pour cela, nous avons accepté de précariser totalement la moitié des salariés, des artisans, des indépendants et des PME. Racine territoriale également. Alors qu'après la guerre froide, les économies s'ouvraient et concentraient leurs principales forces de recherche, de production, d'innovation, bref, de création de richesses dans de grands centres urbains devenus métropoles mondiales, européennes ou régionales. Nous avons abandonné
toute politique de planification et d'aménagement du territoire. Alors même que notre pays souffrait déjà d'un trop grand parisianocentrisme, hérité de notre histoire, que les prix de l'immobilier s'envolaient au cœur des métropoles, rejetant les classes moyennes à leur périphérie, elles-mêmes ces classes moyennes, repoussant les plus pauvres en zone rurale. Nous n'avons ni pensé, ni a fortiori organisé la mise en réseau de nos villes moyennes avec leurs métropoles les plus proches. Résultat, pendant que ceux qui avaient les moyens de vivre au cœur de ces métropoles profitaient à plein de la mondialisation et de la modernité, les habitants des banlieues et des zones rurales étaient tenus à l'écart, alors même que c'est dans cette France-là qu'on trouve la plupart des actifs précarisés ou écartés du travail. Alors que la mondialisation a apporté à ceux qui en bénéficient une formidable mobilité économique, géographique, technologique, culturelle, sociale et éducative, les 3/4 des Français ont dû regarder passer le train comme on regarde une vitrine d'un magasin auquel on n'a pas accès. Et c'est cette France mondialisée qui a pris le pouvoir en 2017, ignorant tout du reste de la population et parfois même les méprisant, voire leur faisant la leçon. Si l'ancien monde n'a, c'est vrai, pas su envisager l'avenir et nous y adapter, ce prétendu nouveau monde bobo-centré s'est montré incapable de regarder le présent et d'en comprendre les racines, de se soucier de l'autre France. Comment comprendre que celle-ci ne pas comprendre, pardon, que celle-ci se soit révoltée dans notre pays, un pays très politique, contrairement à ce qu'on dit, sans doute le plus politique du monde, où chaque citoyen râle chaque jour, nous sommes Français, mais croit viscéralement que des politiques publiques construisent notre nation commune. Racine européenne, enfin. Car après avoir été imaginé dans un premier temps par les pères fondateurs pour garantir la paix entre nos vieux pays, Sophie Oconi l'a rappelé, sur l'idée du plus jamais ça après ces 2 terribles guerres qui avaient ensanglanté le continent. Après avoir été dessiné dans un second temps par Valéry Giscard d'Estaing, par Helmut Schmidt, par François Mitterrand, par Helmut Kohl ou par Jacques Delors, pour créer de la croissance grâce à un espace économique unifié, le projet européen a déraillé après la chute du mur de Berlin. Est venu alors le temps où l'Europe croyait à la fin de l'histoire. Et puisque un monde de paix, de prospérité, de progrès, bref, un monde de bisounours s'ouvrait à nous, nous avons totalement raté le virage de la mondialisation. Obsédés depuis les années Barroso par le culte excessif de la concurrence qu'ils appellent libre et non faussée, l'Union européenne s'est montrée incapable de se concevoir comme une puissance de niveau mondial, au moment même où émergeaient les puissances étatiques qui avaient le poids d'un continent. Résultat, nous avons décroché à l'intérieur de l'Union comme à l'extérieur. À l'intérieur, car nous nous sommes interdits les politiques volontaristes, pourtant indispensables, que la libération des économies soit loyale et profite à tous. À l'extérieur, car faute de construire une puissance européenne, nous avons ouvert en grand nos marchés pendant que les autres restaient protégés, qu'ils nous imposaient leurs défauts, leurs règles, leurs intérêts. Et derrière les intérêts de ces États, il y a des choix politiques, il y a des modes de vie et des valeurs très différentes des nôtres. Comment ne pas comprendre que les peuples européens, que le peuple français soit déboussolé lorsqu'il voit qu'on change leur mode de vie sans comprendre pourquoi, ni en percevoir des bénéfices. Vous le voyez, ces 4 racines viennent de loin, et elles ne se régleront pas sur un rond-point, même si elles y ont désormais fait surface. Notre pays a besoin de construire son pacte républicain, de le reconstruire et de l'adapter au monde d'aujourd'hui en garantissant une place équitable à chaque citoyen. Ce nouveau contrat fiscal, social, démocratique, territorial et environnemental, c'est le projet de l'UDI et il nous reviendra de le porter dans les années qui viennent. Je dis bien « et environnemental », car le plus navrant de la crise que nous traversons, par les fautes commises par M. Macron, c'est que la préservation de notre planète, de l'air que nous respirons, des ressources dont nous disposons, du climat dont nous jouissons, risque d'être les grandes victimes, les grands sacrifiés, les grands oubliés de la politique nationale dans les années qui viennent. Or, nous n'en avons tout simplement pas le droit. La responsabilité de notre génération est immense. Elle est incontournable.
Elle est indispensable, Brice Lalonde nous le rappelait tout à l'heure. Sauver la planète, préserver un air de qualité, économiser les ressources que produit la Terre, sauvegarder la biodiversité, empêcher des bouleversements climatiques porteurs de drames sans doute pires encore que ceux qu'a connus le XXe siècle. Ce n'est pas une option, c'est une obligation, et c'est même une urgence, tant nous avons déjà laissé brûler la maison dans laquelle nous habitons. Chacun le sait, depuis 2 décennies, nous alertons les Français contre la dette financière que nous accumulons de façon irresponsable sur la tête de nos enfants. Mais on sait moins que c'est depuis 4 décennies que des penseurs de notre famille politique humaniste, comme l'étaient Jean-Marie Pelt et Philippe Saint-Marc dans les années 70, en même temps que toi, cher Brice Lalonde, alertait déjà contre les excès d'un capitalisme et d'une société de consommation qui ne peut pas durer sans être régulée, organisée, rationalisée. C'est dire que pour nous, ce combat, pour respecter, protéger, défendre notre environnement, n'est pas une mode ou une opportunité. Il est consubstantiellement lié à notre développement, à notre vision du développement des sociétés humaines. Il est tout autant que le combat européen, ancré dans l'ADN de notre famille politique, ancré dans l'ADN de notre vision du futur. Et c'est pour nous très naturellement que nous lions les deux, que nous portons les deux intimement liés comme une exigence d'avenir. Pour faire face à la crise, la semaine dernière, les mesures prises dans l'affolement par le chef de l'État, et prises bien tard, permettront peut-être d'apaiser les tensions. Mais ce ne sera que du provisoire. Considérer la libération des ronds-points, considérer qu'elle résoudrait la crise serait une folie contre laquelle nous mettons en garde le pouvoir. Le mal est profond, il est durable, il est enraciné, comme je l'ai montré tout à l'heure. Le sentiment d'injustice est désormais partout dans la société française. Il mine les esprits et conduit au désespoir toute une partie de notre peuple. Sans un travail de fond, il ressurgira plus tard, sous d'autres formes, demain ou après-demain. La discussion que le président de la République a proposée ne doit pas être une discussion bidon, sinon nous serons très rapidement dans le mur. Cette France qui s'est levée, ce sont les oubliés du progrès, les oubliés de la mondialisation, les oubliés de la démocratie, en un mot, les oubliés de la nation. Et ils sont majoritaires. Du coup, notre peuple ne sait plus où il en est. Historiquement, il a été le fer de lance de toutes les libertés. Et dans une large mesure, il a souvent montré le chemin au reste du monde. Mais aujourd'hui, le peuple de France est inquiet, il est un peu perdu. Pour envisager son avenir, pour estimer notre place dans un monde en changement accéléré, il doute et cède parfois à la peur. Face à ces oubliés, face à cette inquiétude, face à cette peur, il faut que nos dirigeants politiques cessent d'agir en bricoleurs, là où il faudrait en vérité penser en architecte. Et c'est désormais notre rôle, notre ambition. Et c'est pour cela que nous construisons un projet national et européen afin de proposer aux Français un nouveau contrat républicain. Ce contrat doit viser une fiscalité plus juste et plus efficace, qui permette de favoriser la création de richesses en libérant les énergies, en finançant une partie de notre protection sociale sur la consommation des produits étrangers et sur les mouvements financiers, et en protégeant les normes sociales et environnementales auxquelles nous tenons. Ce contrat doit permettre la création de richesses par des gains de compétitivité, mais aussi garantir une juste répartition des richesses produites entre les citoyens, bien sûr, et entre les territoires aussi. Ces derniers doivent avoir beaucoup plus d'autonomie pour apporter des réponses adaptées aux différences de situation qui caractérisent notre nation. Ce contrat doit s'appuyer aussi sur une nouvelle démocratie sociale, bâtie avec des syndicats forts, représentatifs et responsables. De ce point de vue, le succès électoral de la CFDT, devenu premier syndicat de France, est un signe d'espoir pour nous tous. Ce contrat doit retrouver le chemin d'une planification ambitieuse qui permette d'intégrer tout notre territoire et qui garantisse à chaque Français qu'il vive au cœur de Paris, dans une banlieue
ou au plus profond du plus lointain village de France, un même droit à l'éducation, à la santé, aux nouvelles technologies, à la mobilité, à la culture et à la promotion sociale en fonction de ses mérites et de ses talents. Enfin, ce contrat ne pourra être viable que s'il transforme l'Europe en instrument au service des Européens plus que des marchés ou de la concurrence. Si l'Europe devient un levier puissant pour protéger notre environnement, si nous lui donnons pour objectif de défendre nos valeurs, nos modes de vie, nos intérêts face à ceux des Américains, des Chinois, des Russes et de bien d'autres encore. L'année 2019 sera celle, évidemment, du chapitre européen de ce contrat. Et cette année d'élections européennes, je vous le dis, ne sera pas comme les autres. Dans un contexte mondial marqué par l'isolationnisme américain, l'agressivité chinoise, la tentation expansionniste des Russes, on voit bien que le multilatéralisme est mort. Dès aujourd'hui, ce sont des puissances continentales qui sont à l'œuvre, qui se font concurrence et qui s'affrontent. Ce grand mouvement historique est malheureusement inexorable, mais il rend la construction d'une véritable puissance continentale européenne plus urgente et plus indispensable que jamais. Mais tout comme nous avons raté le virage de l'après-mur de Berlin, c'est au moment où nous avons le plus besoin de reconstruire l'Europe qu'elle est triplement menacée. Menacée de l'extérieur par des puissances qui ne rêvent que de la briser pour mieux nous dépecer. M. Trump ne cache même plus sa jouissance devant le Brexit, alors que nos amis britanniques, on l'a vu tout à l'heure, sont dans le plus grand désarroi, seuls, nus, isolés face au reste du monde. Elle est aussi menacée de l'intérieur, par des cinquièmes colloques de démagogues, d'extrême gauche comme d'extrême droite, qui ont toujours voulu détruire ce projet d'émancipation pacifique dont la réussite ruinerait leur fonds de commerce du malheur. Menacée en son cœur par des dirigeants qui n'ont plus de vision et se laissent guider par des technocrates toujours plus enclins à gaspiller l'Europe sur l'accessoire sans jamais la concentrer sur l'essentiel. Oui, chers amis, reconnaissons-le, au moment où l'Europe nous serait plus vitale et indispensable que jamais, elle est en danger de mort, victime du déserrement de ses dirigeants. Certains diront peut-être que je dramatise. Hélas, il n'en est rien. Cette élection européenne risque d'être la dernière pour l'Union européenne telle que nous la connaissons. Si nous n'inventons pas une nouvelle Union, si nous ne construisons pas une Europe puissance, et disons-le clairement, nous ne retrouverons une France forte que, comme nous l'aimons, comme nous l'aimerions, que si nous savons bâtir une Europe puissante. Les démagogues et les populistes de toute tendance ont décidé de mener une guerre sans merci à l'Europe et à nos démocraties. Parfois, ils dirigent même certains des pays de notre Union. Notre volonté de construire une union forte qui garantisse l'indépendance de chacun de nos pays est leur grande peur. Ils sont nos adversaires. Notre humanisme est même l'objet de leur haine, eux qui se disent illibéraux. Ils sont nos ennemis, et cette lutte contre eux est une lutte sacrée que nous devons conduire tous ensemble. Et je vous le dis en pesant le poids des mots que je prononce. Pour une force politique héritière des pères fondateurs, de Valéry Giscard d'Estaing, de Simone Veil, de Jean-Louis Borloo, monter sur la barricade de la défense de l'idéal européen et de l'idéal démocratique n'est donc pas une question de choix, c'est un devoir. Et vous avez choisi à l'unanimité de répondre présent à ce devoir. Regardons le paysage politique tel qu'il est. La droite, à force de s'extrémiser, est en déroute. La social-démocratie française est en voie de disparition. Les écologistes balbutiants et contradictoires, les extrémistes florissants et le centre que nous incarnons, reconnaissons-le, est devenu presque introuvable pour nos concitoyens. Car nous avons trop longtemps renoncé à incarner nos idées par nous-mêmes, nous réfugiant dans le statut d'éternels alliés, souvent assimilés à une posture de supplétif. Ce temps-là, chers amis, ce temps-là est terminé.
Vous avez décidé, nous avons décidé de porter à nouveau notre étendard, d'en faire un point de rassemblement ouvert à tous les Français du centre ou de la droite de progrès, à tous ces partisans d'une Europe véritable qui ne veulent pas se laisser enfermer dans le piège que leur tend la Macronie en prétendant qu'il faudrait rassembler les forces antipopulistes sous leur seule bannière. Cet argument n'est pas recevable. Il est même nuisible, car des millions de Français souhaitent voter sincèrement pour la reconstruction d'une nouvelle Union européenne, mais ils refusent que leur bulletin de vote soit utilisé ou interprété comme un soutien à un chef de l'État qui les a tellement déçus. Sans liste de rassemblement que nous leur offrons et que je conduirai, ces Français européens se réfugieraient dans l'abstention et ce serait autant de voix, autant de forces perdues pour l'Europe. Sous prétexte que Mme Le Pen et M. Mélenchon veulent détruire entièrement l'Europe, que M. Wauquiez ne veut la détruire qu'à moitié. On nous répète à l'envi depuis des mois que M. Macron a les mêmes idées européennes que nous. Eh bien, je n'ai pas peur d'affirmer ici que ce n'est pas vrai. Nous ne portons pas le même projet. Le cœur de son projet, c'est l'Europe des marchés, des banques, de la simple concurrence, bref, d'une Europe ultralibérale comme la France qu'il essaye de dessiner depuis 18 mois. Pour lui, l'économie est un but. Pour nous, elle n'est qu'un moyen. Je vous pose une question. Avez-vous entendu depuis 18 mois une seule politique sociale européenne défendue par M. Macron auprès de ses collègues, une seule politique d'aménagement du territoire, une seule proposition européenne en matière de transition et de souveraineté énergétique, une seule idée de stratégie industrielle commune pour ne plus dépendre des technologies des autres, une seule ambition d'aider l'Afrique à se développer pour éviter qu'elle soit déstabilisée? Non, il nous parle de marché, de budget européen, d'harmonisation fiscale des sociétés en oubliant les salariés. Il a menti sur la concurrence déloyale des travailleurs détachés, à laquelle il n'a pas mis fin. Cela contrierait trop sa vision libérale de l'économie. À l'heure de cette campagne qui s'ouvre, je ne veux pas qu'on raconte des bobards comme les bullshit de M. Wauquiez. Bien sûr, si on compare M. Macron à M. Mélenchon, à Mme Le Pen ou à Wauquiez, et même aux socialistes qui ne savent plus où ils sont, oui, M. Macron reste le moins éloigné de nous quand on parle d'Europe. Bien sûr, nous lui reconnaissons d'avoir eu le mérite de ne pas céder à la trouille qui s'est emparée d'une partie de la droite comme de la gauche devant la montée des démagogues et des populistes. Bien sûr, nous serons ensemble sur la même barricade quand il s'agira de les affronter. Mais nos projets sont différents. C'est pour cela que, pour reprendre une formule célèbre, si nous frapperons ensemble face aux populistes et aux démagogues, nous marcherons séparément pour défendre des projets concurrents. Car notre projet est celui d'une Union européenne qui se concentre sur l'essentiel et pas sur la défense de celles qui dysfonctionnent aujourd'hui, pas de celles qui s'occupent de l'heure d'été alors que nous avons tant de défis à relever. C'est pour cela que nous voulons essentiellement une Europe qui se construise et assume sa puissance pour résister aux grands États de ce monde et préserver l'indépendance nationale de chacun de nos pays. Dans le même temps, nous voulons une Europe, passez-moi l'expression, qui nous lâche les baskets sur ce qui est accessoire, Sophie en donnait quelques exemples tout à l'heure, et que nos pays peuvent parfaitement gérer la taille des bulbes de tulipes sans avoir recours à l'Europe. On n'a pas réuni 450 millions de citoyens pour gérer la taille des bulbes de tulipes. Nous voulons une Europe qui assume et finance la transition et notre indépendance énergétique, comme le disait Brice Lalonde tout à l'heure, qui défende notre environnement, qui engage la transformation de nos façons de produire, d'habiter, de nous déplacer, qui garantisse la biodiversité dont notre survie dépend et qui, à travers notre puissance de consommation, la première du monde, impose aussi nos règles et nos taxes environnementales à ce que nous achetons à l'extérieur.
Nous proposons une Europe qui protège et sécurise ses frontières extérieures par des gardes-côtes et des gardes-frontières européens. Une Europe qui gère en commun les migrations sur le modèle canadien qui fonctionne très bien et où chaque État décide combien il veut accueillir d'étrangers, dans quel métier, mais où c'est l'Union qui délivre les visas en faisant respecter la volonté de chaque État, en évitant les trous dans les mailles du filet comme on les subit aujourd'hui. Nous souhaitons bâtir un FBI et un parquet européen qui soient chargés de lutter contre les terroristes et contre la criminalité internationale, quand l'Europe de M. Macron se contente d'un embryon de parquet pour lutter contre les fraudes au budget européen. Nous ne voulons pas mentir en parlant d'armée européenne comme il l'a fait récemment. Ce n'est qu'un mirage. Mais nous devons bâtir une défense européenne, une sorte d'OTAN dans l'OTAN, qui nous protège et crée de la solidarité entre nous, aussi bien contre les dangers venus de l'Est que du Sud, qui mettent en commun nos programmes d'armement, fédèrent nos industries, qui profitent, comme les États-Unis le font, de la recherche militaire pour développer nos industries civiles. Cela nécessite une stratégie qui n'existe pas aujourd'hui. Une défense qui fédère nos moyens cybernétiques pour nous défendre et répliquer aux attaques quand elles se produisent, qui mutualise nos moyens spatiaux, nos vecteurs de transport, nos capacités d'observation, nos besoins d'innovation. Nous voulons transformer l'euro pour en faire une monnaie d'échange internationale qui nous permette de nous affranchir du dollar et des exigences de nos alliés américains. Nous devons établir une législation européenne qui permette de taxer les GAFA, de ne plus subir les lois extraterritoriales américaines qui leur ont permis de racketter la BNP de 9 milliards et de piller Alstom, ou encore de nous dicter avec qui commercer. Nous voulons des règles européennes qui n'acceptent plus que pour investir en Chine, 50% de la société soit de capital chinois, alors que la Chine investit comme elle veut en Europe et peut même racheter nos ports et nos aéroports. Nous revendiquons un ministère de l'économie stratégique pour l'Europe, pour fédérer nos moyens de recherche afin de développer nos propres médicaments, nos propres ordinateurs quantiques, notre révolution robotique, nos propres capacités de nanotechnologie, nos propres réseaux de nouvelles technologies sans être observés et espionnés en permanence par l'oreille de l'oncle Sam. Bref, pour garantir notre indépendance demain et ne pas dépendre, comme nous le faisons aujourd'hui, de puissances étrangères. En interne, nous proposons de mettre fin à la concurrence déloyale au sein de cette nouvelle Union européenne, qui doit refuser le dumping fiscal et social. Prenez l'exemple du travailleur détaché que j'évoquais tout à l'heure. M. Macron nous a dit que le problème était réglé. C'est un mensonge. Nous en avons sur tous les chantiers. Le système actuel du travailleur détaché, tel qu'il le défend, est une arme de destruction massive du projet européen. Il met en concurrence déloyale les salariés, les citoyens européens entre eux. Il n'y a pas besoin de rond-point pour que nos concitoyens comprennent qu'ils ont perdu leur travail ou vu baisser leur salaire parce qu'ils étaient en concurrence avec des Européens moins payés qu'eux et ayant une protection sociale au rabais. Entendons-nous bien, nous ne sommes pas contre la concurrence dès lors qu'elle est loyale, organisée, régulée. Il est normal qu'une entreprise soit en concurrence sur ses innovations, ses techniques, son mode d'organisation, son savoir-faire, ses moyens de production. Mais nous n'acceptons pas que la concurrence se joue sur le niveau de salaire et de protection sociale accepté dans chacun de nos pays. Pour nous, il n'y aura pas de solution acceptable aux travailleurs détachés, à celui qu'on appelait en 2005 le plombier polonais, tant que nous n'adopterons pas un principe simple. Quand tu travailles dans un autre pays de l'Union, tu es payé au salaire de ce pays, avec les charges sociales de ce pays. Et c'est pour permettre cette concurrence saine que nous revendiquons une protection sociale européenne. Je le disais tout à l'heure, M. Macron parle beaucoup de
rapprochement de la fiscalité des entreprises. Et c'est nécessaire. Mais, Monsieur le Président de la République, nous voulons, en même temps que la fiscalité des entreprises, rapprocher sur 10 ans les niveaux de protection sociale des salariés européens. Pour nous, une des valeurs qui nous différencie grandement, qui différencie l'Europe des USA, de la Chine et des autres, c'est que l'économie doit être au service de l'homme et de son environnement, et pas l'inverse. Nous portons une Europe qui établira une nouvelle politique agricole commune, dont les objectifs doivent d'abord être de garantir un revenu de son travail à chaque agriculteur, d'organiser l'aménagement de nos territoires, de garantir l'autonomie, la qualité et la sécurité alimentaire de notre continent. Une nouvelle politique agricole qui construise et finance une industrie agroalimentaire saine, qui assure la compatibilité entre la production agricole et la défense de l'environnement, et qui finance les surcoûts liés à nos exigences légitimes de citoyens et pour notre environnement. La PAC, d'ailleurs, est un sujet intéressant pour montrer combien l'Europe a dérivé depuis les années Barroso, combien le culte de la concurrence, l'Europe défendue par M. Macron, s'est fourvoyé, ce qui explique notamment que nous ne soutenons pas le modèle actuel de l'Europe. Ils disent que l'essentiel de l'Europe, c'est la concurrence libre, pour ne pas dire l'ultralibéral. Nous disons que c'est un mensonge, nous les héritiers des pères fondateurs. C'est un mensonge, une perversion, une trahison du projet européen suite au renoncement d'après 1989. Le projet européen n'a jamais été un projet ultralibéral. Lorsque nous avons créé la communauté du charbon et de l'acier, ou plus tard la politique agricole commune, ce n'était pas sur des règles libérales, ni ultralibérales. Quoi de moins libéral que de dire à un agriculteur « voilà ce que tu vas faire pousser, voilà en quelle quantité on t'autorise à le faire, et voilà à quel prix on va te l'acheter ». Ce n'a rien de libéral, c'est même quasiment soviétique. Et pourtant, cette politique volontariste a permis de construire notre indépendance alimentaire, une souveraineté aussi indispensable que l'arme atomique. De la même façon que la communauté du charbon et de l'acier nous a permis de nous affranchir pour l'énergie de l'époque et pour l'acier. Pour nous, définitivement, l'Europe est une vision qui accepte la concurrence, mais qui refuse l'indépendance, qui revendique la compétition, mais qui refuse qu'elle soit déloyale, à l'intérieur comme à l'extérieur, qui revendique son indépendance et qui doit enfin savoir s'en donner les moyens. Enfin, nous exigeons une Europe visionnaire qui s'engage dans un co-développement avec l'Afrique. L'Afrique dont nous sommes les seuls voisins et les seuls avec qui nous partageons notre histoire. Le sujet est dramatiquement simple. Soit, comme le préconise notre président fondateur Jean-Louis Borloo, l'Europe construit un partenariat de développement avec l'Afrique, soit elle sera détruite. Dans 30 ans, chers amis, dans 30 ans, il y aura 2,5 milliards d'Africains sur ce continent et nous ne serons que 500 millions d'Européens. Soit nous aidons vraiment au développement pour que chaque Africain puisse vivre et s'épanouir au pays, soit nous laissons ce continent s'enfoncer dans la misère et nous ne construirons jamais de frontières et de murs assez hauts pour que quelqu'un qui crèvera la faim ne parvienne finalement à l'escalader. Soit de façon volontariste, nous contribuons puissamment à créer de la richesse là-bas, soit en entretenant leur pauvreté pour des profits éphémères, nous nous condamnons par leur malheur. Plus brutalement, pour dire les choses très directement, soit par leur développement que nous impulserons. Nous nous ouvrons 2,5 milliards de clients, soit par leur misère, nous risquons 2,5 milliards de migrants. Mes amis, l'Europe que nous portons est en même temps stratégique et proche de vous. Elle est eurocritique, pas eurodestructrice. Au contraire, elle est euro-rénovatrice, euro-ambitieuse, euro-constructive.
Elle ambitionne de garantir l'indépendance et la souveraineté de nos nations, mais elle veut que nos pays défendent ensemble les valeurs humanistes qui nous sont propres et que nos modes de vie soient protégés, préservés, garantis par une volonté et une puissance commune. Elle veut fédérer nos énergies, nos atouts et nos forces pour sauver notre civilisation, nos valeurs et rester un guide comme nous avons su l'être par le passé, une lumière sur le chemin de l'histoire du monde. Oui, je sais, nous le savons, nous sommes confrontés aux égoïsmes du présent, menacés en permanence par la dictature de l'instant et de l'information, pressurés par ceux qui prennent l'Europe en otage de nos débats nationaux. Je sais d'avance que le combat que nous allons livrer est un combat difficile. L'info permanente se nourrit du spectacle, des excès des extrémistes. L'injustice de la mondialisation a déjà coupé des centaines de milliers de nos concitoyens d'un projet commun. Et pourtant, c'est le projet que nous allons porter ensemble. Un projet de liberté pour créer des richesses, pour garantir à chacun le droit de construire sa voie en respectant son environnement. Un projet de loyauté entre nous pour que tous profitent de nos progrès communs et que chacun puisse faire respecter nos valeurs. Un projet d'indépendance pour ne pas subir des règles imposées par d'autres puissances continentales et libérer nos nations de la tutelle, du poids d'une mondialisation dérégulée. Avec vous, grâce à vous, je porterai ce message lors des élections européennes qui marqueront notre combat, par notre liste dont j'ouvre aujourd'hui les candidatures, je le dis au passage. Ça vous permettra d'être candidat pour ceux qui m'ont interpellé, mais qui ne seront pas des candidatures exclusivement UDI. Cette liste, elle sera très largement ouverte à toutes celles et tous ceux qui veulent que nous construisions enfin l'Europe en vrai. Elle sera ouverte à tous ceux qui, comme nous, au moment où l'Europe est en danger, refusent qu'on fasse de ces élections le match retour de l'élection présidentielle, qui veulent construire une nouvelle union, une nouvelle ambition, une nouvelle espérance. Pour ce projet, pour cette grande idée et cette ambition, nous sommes là, nous sommes disponibles et déjà au combat. Nous sommes déterminés à redessiner des perspectives, à remodeler un espoir, à reconstruire un avenir commun, tant sur le plan national que sur le plan européen. Cette année 2019, comme pour les années qui suivront, nous porterons désormais cette aspiration. Nous la porterons enfin par nous-mêmes en rassemblant toutes celles et tous ceux qui veulent écrire un nouvel avenir. Vive la République, vive la France et vive l'Union européenne!